Le virage domiciliaire, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Et si un Big Bang réaliste de la prise en charge de la perte d'autonomie était possible? Scoop, nous allons donc vous dévoiler maintenant, en avant-première, le rapport de l'Institut de santé. Nous accueillons Frédéric Bizard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous avez fondé l'Institut Santé. Alors je vais vous laisser longuement la parole tout d'abord pour que vous présentiez vos propositions qui vont faire certainement du bruit, ici aujourd'hui et demain dans le débat public, politique et médiatique. Votre rapport s'intitule « Le pari de l'autonomie sur la dépendance, refondation de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées en France ». Après, je le disais, donc, nous aurons un débat avec de grandes personnalités qui vont réagir à chaud à vos propositions que nous écoutons maintenant. Merci beaucoup. Merci. Alors, attendez, je vais voir si je maîtrise. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Bon. Alors, d'abord, tradition, mais ça s'impose aujourd'hui, c'est de remercier deux groupes, un petit peu de personnes. Le premier, c'est la FEDESAP, évidemment, de me permettre d'avoir cette tribune pour exposer aux acteurs, puisque ce travail, il est fait pour vous, pour l'intérêt général, mais évidemment, en particulier pour les acteurs. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le fait que si les acteurs ne s'impliquent pas dans la grande transformation nécessaire, elle ne se réalisera pas. Okay, on pourra répondre pourquoi. Je remercie aussi et surtout ceux qui ont participé à ces travaux. Ce ne sont pas les travaux de Frédéric Bizard. Personne, aucun cerveau, même le plus brillant soit-il, n'est capable de réaliser cet exercice que nous avons fait. J'ai créé l'Institut Santé pour essayer d'avoir un véhicule neutre. C'est un modèle associatif. Et qui a pour but d'essayer de faire de la transversalité dans les sciences sociales. C'est-à-dire travailler avec les sociologues, les économistes, les démographes et évidemment les professionnels des secteurs, d'avoir une approche systémique des choses et une approche qui regroupe l'ensemble des sensibilités. Donc on a fait ça en santé, on a fait le travail sur le système de santé, la réforme est prête, et ça nous a permis d'être assez vaccinés sur les freins de ces réformes systémiques, qui sont naturelles. Hein. Quand on vit pendant 70 ans avec un modèle, il est évident que ce n'est pas simple d'en changer. Et là, on va parler d'un changement pour le demi-siècle qui vient. Moi, je suis macroéconomiste là-bas, j'enseigne la macroéconomie, donc si j'ai une valeur ajoutée quelque part, c'est d'essayer de réparer les modèles. Je resterai très modeste sur, évidemment, ce que vous connaissez bien mieux que moi. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous proposer un modèle qui, je pense, on peut le dire, est robuste. On peut toujours l'améliorer, mais il est robuste en tant que modèle. Le modèle, c'est pour la prise en charge des personnes âgées, c'est ce qui permet de prendre en charge les personnes âgées dans des conditions optimales de qualité de vie, dans des conditions économiques soutenables durablement. Bon, ça, vous allez voir qu'on peut le faire. On reste au niveau du modèle, c'est-à-dire au niveau de ce qui concerne les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est la déclinaison très opérationnelle du modèle, on estime que ce n'est pas à l'Institut Santé ou à quelques centres de recherche que quelconque, mais c'est à vous de savoir comment il faut adapter les métiers, adapter l'organisation opérationnelle des choses. Dernier point en préambule, même si je vais être un petit peu... assez affirmatif sur un certain nombre de choses. On a plus regardé ce qu'il fallait changer que ce qui va bien, au niveau du modèle. Donc, moi, je suis très admiratif pour tous ceux qui travaillent au contact de l'humain et dans ses services à l'humain. Il y a des choses qui sont formidables, qui existent. Il y a des ressources formidables. On a tous, sauf un problème de ressources, dans ce secteur comme dans les autres. Par contre, il y a un problème d'optimisation de ces ressources, d'utilisation de ces ressources, donc un problème de modèle. Voilà, donc surtout, prenez ce que je vais vous dire en pensant bien qu'on a une réelle admiration pour ceux qui travaillent dans ce secteur et une grande humilité dans ce que l'on propose. Ça n'empêche pas d'être assez déterminé à pousser la réforme parce qu'elle est urgente.
Ça, c'est sur l'Institut Santé. Donc, on va voir un peu l'état des lieux du système. Est-ce que j'ai un prompteur quelque part pour un peu me repérer? Je vais prendre ça. Ça va, il n'y a pas encore de questions? Non? Bon. Alors, un état des lieux qui se veut volontairement assez critique, puisque si on veut, il faut le diagnostic. C'est comme quand il y a une maladie, il faut qu'on ait le diagnostic, un diagnostic partagé. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc on a fait des conférences de consensus avec tous les acteurs qui voulaient. On invite toujours tout le monde. On a terminé qu'une vingtaine de personnes. On a fait beaucoup d'entretiens individuels. Je vois là des gens qui ont participé aux travaux, qu'évidemment que je remercie encore. Et donc, on a brassé tout ça. Et puis, une fois qu'on avait le rapport, on a été voir les personnalités qui font un peu référence dans le secteur, vous les connaissez tous, pour se challenger. Donc, on a un certain recul sur la réaction de ceux qui pilotent ce secteur-là par rapport à ça. Et donc, pour ça, je l'intégrerai dans mes remarques. État des lieux, la prospective économique, sociale du risque dépendance, puisqu'il faut qu'on se projette à 2050, ok. Et puis donc le nouveau modèle. Ok. Alors, on a repéré 6 failles dans ce modèle. Plein de choses formidables, mais on a repéré 6 failles. Première chose, c'est qu'on a une gestion du risque qui est centrée sur la grande dépendance. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire du système. Ce système, il a été pensé comme en matière de santé, c'est que l'urgence, c'est une fois qu'on a la famille s'est épuisée à aider la personne et puis qu'on y a mis un peu d'aidant et puis un peu de bonne volonté, il faut basculer vers le système. Et puis souvent, c'est très tard. Et donc, on finit en général assez vite dans l'EHPAD. Donc, on a privilégié ce pan-là. Pourquoi? Parce que c'est le pan le plus sensible. On ne peut pas laisser des gens très dépendants, dans le besoin. Bon. Évidemment, ça marche quand on est une population relativement jeune, avec un risque de dépendance qui est relativement faible. Quand vous êtes en 2025, ça ne peut plus marcher, on va le voir. Donc, bien sûr qu'on a fait beaucoup de choses en matière, et vous êtes l'incarnation de ça, en matière de domicile. On a des opérateurs, vous, qui sont tout à fait remarquables. On a fait plein de choses dans la prévention. Le problème, c'est où vous mettez le centre de gravité. Et le centre de gravité, il n'a pas bougé. L'arlésienne politique du virage domiciliaire, c'est là. Et encore une fois, j'objective à 200% toujours. Vous verrez sur le site de l'Institut Santé, qui serait destinataire de tout ça, on a fait un rapport assez conséquent, tout est sourcé, tout est bon. Donc je ne suis pas en train de vous dire des affirmations gratuites, on a un petit peu travaillé derrière. Le virage domiciliaire aujourd'hui, alors beaucoup critiquent ce terme-là, moi-même d'ailleurs, mais il y a un moment, il faut appeler un chat, c'est-à-dire faire bouger le centre de gravité, et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas vers le domicile. C'est vers quoi, à votre avis? C'est vers l'individu lui-même. Il faut partir des besoins des individus. Donc c'est même pas un virage. Bon, pour utiliser les termes, donc ce virage domiciliaire, ça reste une arlésienne, malgré toutes les bonnes volontés. Alors dans les discussions avec ceux qui sont plus ils me disent « vous exagérez quand même ». En fait, j'exagère pas vraiment parce que quand je regarde ce qui est présenté, par exemple, par le ministère il y a 2 mois, et que je montre à la personne avec qui j'en discute, il me dit « ah oui, en effet, c'est pas très assumé ». Ben non, en fait. C'est pas du tout assumé. Financièrement, mais politiquement aussi. C'est pas la prévention et partir des besoins de la personne, c'est pas du discours marketing politique. Ça doit être la bascule du système. On va le voir. Une gestion fragmentée du risque à partir de l'offre, ce risque, il a une particularité, et c'est pour ça qu'on peut le différencier du risque santé, c'est qu'il a plusieurs volets, il a plusieurs dimensions. Il y a une dimension santé, évidemment, mais il y a une dimension accompagnement de la personne, il y a une dimension vie sociale, il y a une dimension logement. Donc il a au moins ces 4 dimensions-là, peut-être qu'on peut en rajouter d'autres. Et donc la prise en charge, il faut arriver, c'est le défi, pas simple, mais il faut arriver à ce que l'ensemble des dimensions soient intégrées dans l'offre. Ok ? Bon, ce n'est pas encore le cas. D'accord ? Je crois qu'il y a une loi, on va vers fusionner
l'aide et la santé. Mais ce n'est pas juste un problème d'organiser l'offre, c'est un problème de stratégie. Comment je fais en sorte que je sois sûr que 99 des personnes que je vais prendre en charge aient bien ces 4 dimensions du risque de prise en charge. Ce qui est important dans un modèle, parce qu'il y a dans plein de choses que je vais vous dire, vous allez dire « Ah mais tiens, je sais, moi, là-bas, c'est ce qu'ils font en fait. » D'accord. Mais il y a plein de choses qui se font. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont en avance, parce qu'il y a des gens qui ont compris, et il y a une grande force de logique dans tout ce que je vais vous dire. Donc évidemment, il y a des gens qui arrivent à faire. Mais la question, c'est qu'il faut que le système fasse. C'est-à-dire 99% des gens. Et il faut considérer qu'un bon système fonctionne avec des gens ordinaires, pas avec des grands pionniers du changement ou des... Bon. Donc c'est ça qui est important. Une offre en décalage avec la demande, je vois qu'il y a 30%, un chiffre de personnes qui ne trouvent pas une offre adéquate. Il y a à peu près 30%, un tiers des plans d'aide qui ne sont pas entièrement consommés. Il y a un accès au marché, excusez-moi, j'ai quelquefois des biais un peu dans les choses d'économisme, mais bon, un accès au marché qui est quand même assez bureaucratique et un peu spécial quand même, hein, pas le même dans tous les départements. Bon. Donc ça n'aide pas à ce qu'il y ait une fluidité de l'offre. Et puis l'offre, elle est très peu lisible du côté de la demande. Là, pour le coup, en tant que citoyen, on le vit, beaucoup de gens le vivent, c'est que quand on rentre dans le système, c'est pas simple. Évidemment, c'est un problème. Hein, puisqu'il y a un truc qu'on appelle la liberté de choix, les libertés individuelles, dans ce secteur, c'est une chimère. Donc évidemment, c'est un sujet. Une gouvernance ajustée au national et en local. Bon, il y a un problème, il y a une CNSA qui est largement étatisée, mais dont on veut faire le Parlement. Enfin, en fait, il y a un qui décide. Entre les départements et les ARS, il y a des missions communes, ou des rôles communs, dans les autorisations, par exemple. Bon, quand il y en a 2 qui décident, en général, ça n'aide pas beaucoup. Il y a des choses formidables qui ont été faites, comme le service public, qui s'appelait territorial et départemental, sauf qu'il n'y a pas de territoire. Donc on a dit, bon, c'est pas grave, c'est le département. Si, en fait, c'est grave, s'il n'y a pas de territoire. Même chose en santé. Hein. Bon, donc il y a des ajustements à faire. Et il y a un financement qui est illisible et non soutenable. Je vous mets au pari de demander à Kidam de comprendre ce qui est voté au Parlement dans la loi de financement de sécurité sociale concernant la perte d'autonomie. Je ne sais pas s'il y a un parlementaire, allez, on va dire il y a les 2 ou 3 toujours qui travaillent dessus, mais je peux vous dire qu'il y a plus de 90% des parlementaires qui y mettent même pas le nez, tant c'est incompréhensible. Bon, ça aussi c'est ennuyeux, parce que c'est quand même le citoyen qui paye, et donc si c'est déjà illisible sur le plan national, et c'est illisible pour à peu près l'ensemble de la population. Donc c'est un sujet, mais surtout la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas soutenable. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un vrai problème de valorisation de ce que vous faites. Quand on a un tarif horaire à 25 € et que le coût moyen horaire en France est de 41 €, on comprend bien qu'il y a un problème qui touche tous les secteurs. On a parlé beaucoup de ce scandale des EHPAD, mais c'est la face visible, la partie visible de l'iceberg. Il y a un vrai problème qui est un problème systémique. Une fois, moi, je suis là pour dire les choses, hein, et c'est bon. Je sais bien que c'est souvent un peu de dire non, faut pas... Ben si. Mais c'est d'autant plus ennuyeux que la forte hausse des besoins arrive. On va fêter les 80 ans de la sécurité sociale. 80 ans de la sécurité sociale, ça veut dire que la première année, la première génération abondante, et ça va durer pendant 20 ans, qui dépassait les 800 000 personnes par an, arrive à 80 ans. Bon, pas besoin d'être un grand démographe pour comprendre que là, et en effet, les besoins vont exploser. Elle n'est pas soutenable parce que, en fait, on a dit on va y mettre suffisamment d'impôts pour équilibrer la branche. D'abord, ce n'est pas une branche de la Sécu. Il n'y a rien d'assurantiel dans le financement. 92% du financement, c'est de l'impôt, pas une assurance, ça. D'accord ? Donc, soit on l'ancre dans la sécurité sociale, soit on dit c'est un budget de l'État. Mais faire semblant... Alors, pourquoi ça pose un problème ? Ça pose un problème parce qu'il faut regarder l'ensemble du financement de la sécurité sociale. Et d'avoir pris autant de CSG pour financer l'autonomie, évidemment, pose un problème pour la santé, qui a un déficit structurel de 17 milliards, et dont on avait retiré les cotisations pour la remplacer par de la CSG. Bon, et puis la CSG, ça finance plein de choses, dont la dette sociale. Bon. Donc il va falloir trouver une ressource nouvelle. Et puis, il y a l'appel du 18 juin des départements. On a la chance d'avoir
M. Richefou, le responsable, si je ne dis pas de bêtises, à l'ADF de ce secteur-là, de cette réflexion-là, qui était assez remarquablement fait d'ailleurs, ce que j'ai trouvé sur un plan communication, mais en gros qui tire la sonnette d'alarme, de dire attendez, parce que nous, l'explosion des dépenses sociales, ça fait que là, il va falloir qu'on maîtrise un peu nos dépenses. Okay, donc, Souma, il faut trouver des solutions. Ne pensez pas qu'on va pouvoir continuer à assumer la montée en puissance des besoins sociaux, dont l'autonomie. Il n'y a pas autre chose que l'autonomie. Mais donc, il faut en tenir compte. Enfin, on peut l'ignorer, mais il faut en tenir compte. On en a tenu compte. Voilà. Alors, les conséquences, deux rapides, c'est le modèle de type tonneau des Danaïdes. Quand vous avez un système qui a une mauvaise allocation des ressources, ce qu'on appelle un problème d'efficacité allocative, et donc ce qui génère un problème de productivité, un problème d'efficacité productive, parce que si les ressources ne sont pas bien réparties, ben, finalement vous avez un problème de productivité. Par exemple, au domicile, c'est que vous n'avez pas assez de ressources. Bon. Bon. Donc, tonneau des Danaïdes, ça veut dire quoi? C'était les 50 filles d'Anaos qui ont été condamnées à remplir un tonneau percé. Ben, c'est que vous mettez 2 milliards d'euros de plus chaque année, 6% depuis 2020. C'est pas rien quand même. C'est le double de la hausse de la plupart des dépenses sociales. On ne peut pas dire que l'État ne fait pas d'efforts. Ça change votre vie de professionnel? Est-ce que ça change la qualité des services? Est-ce que ça... Non. Non. Donc on est bien dans ce système-là qu'il faut. Et puis on est dans une implosion du modèle républicain. Oh non, il exagère, c'est pas vrai. Ben, il y a 2 articles très bons que je vous recommande de voir, qui sont remarquables en termes de travail journalistique, qui sont 2 articles du Monde d'août, sur comment est-ce que, notamment, pas que, mais comment les départements font comme ils peuvent, qu'ils soient de gauche, de droite, c'est pas le sujet. Comment ils font comme ils peuvent pour adapter cette maîtrise de la dépense en termes de est-ce que je peux payer, pas le truc. Bon. Donc vous avez déjà, là, en 2025, pas autant de politique de l'autonomie qu'il y a de départements, mais il y a quand même déjà un sérieux jeu entre les deux. Et puis quand vous écoutez les opérateurs, ils vous disent ça devient l'enfer. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire? Chacun est dans sa mission et dans son rôle et le fait. Mais là, donc, il n'y a plus de modèle républicain, en fait, ce qui est un vrai sujet. OK. Alors, cette conviction du diagnostic, je passe vite parce que je veux respecter le temps, mais évidemment, elle est essentielle. Alors, je ne doute pas que vous la partagez assez. Oui ou non? Oui? Bon. Ça, j'en doutais pas beaucoup ici. Mais soyez très sceptiques sur le fait que le partage soit général. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment intérêt à que ça change, ou parce qu'ils pensent qu'on sait ce qu'on a, hein, et puis même si c'est difficile, mais bon, on ne voit pas très bien parce qu'on n'a pas trop disons, du modèle et autres. Bon, ça arrive toujours. Puis il y en a qui ne s'intéressent pas à l'aspect systémique des choses, et je le comprends très bien, parce qu'il faut le faire tous les 50 ans ou tous les plusieurs décennies. Donc, mais donc ça intéresse. Donc, on est toujours sur, bon allez, ayons de la bonne volonté, mettons un peu plus, et à tous les niveaux de l'État aussi et des décisions, hein, je ne sais pas que dans la population, mais voilà, essayons un peu de pousser un peu le modèle un peu plus loin. C'est plus simple. Non. Ça, c'est vraiment, on arrive là, au bout du bout, pas que pour l'autonomie, parce que vous le voyez avec le projet de loi de financement de sécurité sociale, c'est blocage politique. Je pense que ça fera tomber autant de gouvernements qu'on présentera de budget social. M. Barnier est tombé, M. Bayrou serait tombé. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours faire ce que vous voulez comme pour essayer de maîtriser la dépense. D'abord, vous demandez des efforts aux opérateurs, aux acteurs et aux bénéficiaires, aux usagers, et pas des petits efforts, mais pour rien, parce que vous avez une trajectoire budgétaire qui reste insoutenable. Vous ne pouvez pas, la Cour des comptes l'a dit, hein, c'est qu'il y a une vraie menace de cessation de paiement. Non, bien sûr que non. Je vous dis qu'il y a une vraie menace de cessation de paiement si on ne rétablit pas la trajectoire budgétaire. Pas rentrer en détail, 20 milliards d'euros de déficit structurel de la Sécu, ce n'est pas soutenable. Donc, c'est bloqué. Alors, rapidement, prospective économique et sociale, avant de passer au modèle. Vous avez dans un scénario optimiste, il y a des données assez remarquables, l'INSEE l'adresse, je le vois parce que ce n'est pas le cas dans tous les secteurs, de prospective et d'essayer de voir vers où on va.
vous connaissez certainement mieux que moi le modèle Livia et le modèle EP24. Pour avoir regardé ce qu'il y a derrière, c'est solide. Donc ça, c'est vraiment un atout très important qui fait gagner beaucoup de temps. Vous voyez que dans le scénario intermédiaire, qui est un scénario optimiste, puisqu'il prévoit que tous les gains d'espérance de vie se font sans perte d'autonomie. Vous voyez que c'est optimiste. On verra tout à l'heure d'autres. Mais quand même parti sur celui-là. Pourquoi on est parti sur celui-ci? C'est que, évidemment, avec les évolutions structurelles qu'on vous propose, c'est pour que ça marche et pour qu'un modèle optimiste puisse être considéré comme étant réaliste. Donc vous voyez que dans ce modèle-là, je ne sais pas si j'ai un... Non. Il n'y a pas de truc. Bon. On passe de... là, vous avez en bas les bénéficiaires de l'APA. Donc on est à peu près à 1 423 000, on passe à 1 900 000. Et là-haut, vous avez l'ensemble des dépendants, en gros un peu GIR 5, GIR 6, qui ne sont pas à l'APA. Pas oublier qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 800 000 personnes dites dépendantes, et on arrive à 3,6 millions. Bon. Alors là, à droite, vous avez l'évolution jusqu'en 2050. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment dommage, je ne suis pas là... Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que le mur de 2030, vous voyez ici, par an, vous avez le nombre de personnes dépendantes. On est aujourd'hui à peu près à 20 000 personnes dépendantes de plus par an. On arrive à 50 000 2030, 2035. D'accord ? Et vous avez le taux de dépendance des seniors, vous voyez, qui là, d'ici à 2040, va fortement augmenter. Tout ça pour dire que si on ne s'y met pas maintenant à réajuster le modèle, comme on le propose, ou mieux s'il y a mieux, hein, très à l'aise, on essaye d'être utile, mais sans prétendre détenir la vérité. Mais ça, ce qu'on va vous proposer marche. Là, on arrive vraiment... Alors, on peut parler de tsunami et ce qu'on veut, autre. Évidemment, si on continue à subir, ce n'est pas ce scénario-là qu'on va avoir. C'est les scénarios dits stables, je ne suis pas sûr que c'était le bon mot à utiliser, mais en tout cas en jaune, ou le scénario pessimiste en orange. Et là, comme on dit dans les tontons flingueurs d'Audiard, c'est du brutal. Hein, j'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. C'est brutal. Hein. Ça paraît des courbes comme ça. Mais donc, en gros, si on échoue, donc si on ne réforme pas, on va être entre 3,5 millions, entre 4 millions et 5 millions de personnes dépendantes, de personnes dépendantes, au lieu du vert qui est donc estimé à 3,6 millions, 3,7 millions, ce qui est déjà progression importante. Alors, cette courbe aussi, outre que... Et ça, c'est ce qui est gravé dans le marbre, la démographie, parce que ça, c'est un double impact. Ça vient de transitions que personne ne pourra changer, qui est la transition démographique et la transition épidémiologique. C'est-à-dire que non seulement les gens vivent plus vieux, mais ils sont malades plus longtemps. Et ils ont plusieurs maladies en même temps. Avant, on en mourait, mais maintenant, on arrive à vivre avec plusieurs affections de longue durée en même temps. Le seul problème, c'est que ça pose un problème, justement, d'autonomie. D'accord ? Donc, vous avez ces deux transitions qui sont une lame de fond terrible. D'accord ? Si on ne les gère pas, parce que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut faire de cette menace une formidable opportunité sociale et économique. Et c'est pour ça qu'il faut repenser les modèles. Ce n'est pas pour essayer de résister, c'est pour essayer de transformer une menace en une formidable opportunité pour tout le monde. D'accord ? Mais ça, on pourrait passer un peu de temps dessus. Alors, ce qu'on a pris comme hypothèse, au début, mais qu'on a ensuite validé, c'est de se dire, quand on dit le virage domiciliaire, je reviendrai sur la notion de virage domiciliaire, hein, mais est une arlésienne, c'est que, par exemple, depuis 10 ans, on est à 60-40, à peu près, si je prends la part, 60 domiciles, 40... on s'est dit, tiens, on va passer 75-25, titre d'exemple. Mais encore une fois, je vais vous dire tout à l'heure que ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais on est obligé de partir un peu de choses qui existent. Alors, d'abord... C'est beaucoup contesté, mais désolé, c'est comme ça. À partir de GIR 2, le domicile est plus efficient en matière de dépenses publiques. GIR 1, les établissements
coûte moins cher en dépenses publiques. À partir de GIR 2, il y a une différence de 17%. Et évidemment, quand vous allez GIR 3, GIR 4, la différence est très importante. Vous allez jusqu'à 120%, 7 100 € en domicile contre 16 400 €. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude tout à fait remarquable de la CNAM en 2019 qui le dit. Alors on m'a dit, il faut que tu ailles voir, il y a un truc, le Haut Conseil là, qui a essayé de démontrer l'inverse. Ben non, il démonte le Haut Conseil pour le grand âge. Il démontre exactement la même chose. Ce qu'il fait, et c'est intéressant de le faire, c'est qu'en fait, il dit, attention, ça dépend quand même des plans d'accompagnement. Si vous faites 150 heures d'accompagnement dans un plan qui en a besoin de 90 heures, ben oui, ça fait plus cher le domicile. Bon, mais on va voir justement qu'en effet, le bon ajustement du plan d'accompagnement est quelque chose d'essentiel. Mais la réalité, c'est celle-ci. D'accord ? Donc, quand j'ai 240 000 personnes, GIR 3, GIR 4, qui sont dans les EHPAD, ou une autre façon de le dire, quand j'ai 43% des personnes résidant en EHPAD qui sont GIR 3, GIR 4, hypothèse de travail, je sais que ce n'est pas comme ça dans la réalité, mais hypothèse de travail fondée, qui ne devrait pas obligatoirement y être, vous voyez le surcoût structurel que j'ai. Et vous pouvez toujours rajouter de l'argent dans un système qui n'a pas bien alloué ses ressources, le système coûtera toujours beaucoup plus cher et vous n'arriverez pas à le rendre plus efficient. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation, mais ça fait partie d'une transformation nécessaire. Donc, dans le modèle que nous avons, donc là, vous avez l'existant aujourd'hui. Vous voyez, donc, domicile, établissement, le nombre de personnes, donc ce que je vous disais, 104 000 plus 131 000, qui sont dans les établissements. Déjà, on va dire, on va faire, et vous allez voir que les établissements, il faut les faire bouger aussi, les transformer. Et la courbe d'avant qu'on a vue, les 4 courbes d'avant que nous avons vues, vous montrent que personne n'a à être inquiet sur « il va me prendre encore des parts de marché sur moi ». Je sais qu'évidemment, il y a des enjeux très importants entre les différents secteurs. Je n'ai qu'une naïveté là-dessus, un peu l'habitude. Mais il y a vraiment à manger pour tout le monde pour 30 ans. Si on réforme le système. C'est-à-dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on ne le réforme pas, il y aura quand même à manger pour tout le monde, mais ça ne va pas être de la bonne bouffe. Elle ne va pas être bonne. Parce qu'elle ne va pas être bien financée, elle ne va pas être très appétissante. Mais franchement, ce petit jeu que j'entends beaucoup entre les secteurs, mais c'est pareil, santé, hôpital, ville, enfin l'habitude, privé, public, si on n'en sort pas, si on ne prend pas de la hauteur là-dessus, évidemment, rien ne se passera, parce que c'est ce que craint le politique. Il se dit, putain, si je commence à vraiment changer les choses, qu'est-ce que je vais me prendre de un tel. Bon. Ça nécessite évidemment de prendre un petit peu de hauteur. Donc, dans l'hypothèse que nous avons prise, vous voyez que dans les établissements, vous finissez avec 5%, 0,3%, et puis au domicile, vous n'avez pas de GIR 1, pas de GIR 2, ou quasiment pas. On a dit, on va partir évidemment d'un système efficace. Je sais que c'est une hypothèse d'école. Je sais que le GIR, c'est pas parfait. Je sais, on utilise des outils. On utilise. Globalement, ça a un sens. On est bien obligé de travailler avec ce qu'on a. Alors, on a calculé le coût de l'inaction d'une politique de prévention faible, d'un virage ambulatoire faible, et puis la double peine des deux. D'accord ? Donc, on arrive, coût de l'inaction au virage domiciliaire, donc avec le virage préventif, parce qu'on considère que si on fait l'un, on ne fait pas l'autre, et vice-versa. Donc, on arrive à un surcoût de 0,25 PIB, soit 13 milliards d'euros en 2050. On arrive à une coût d'inaction en prévention qui est de l'ordre de 0,11 PIB. Alors, le coût de l'inaction en prévention, ça dépend des deux si on prend le stable et le pessimiste. Vous voyez que si on prend le pessimiste, ça commence à grimper à 0,4 points de PIB. Mais ce n'est pas l'essentiel des coûts, ça. Ça fait quelques milliards quand même. L'essentiel des coûts est à l'extérieur du système, comme d'habitude. Ce sont les coûts. Parce qu'avoir des gens qui ne sont pas dans la bonne case, et donc une case qui n'est pas adaptée à eux, c'est un coût social et économique très important pour la personne. On n'a pas la même activité économique quand on est dans un établissement que quand on est dans la vie. On n'a pas la même vie sociale. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup d'efforts pour qu'on ait une vie sociale presque pareille, mais on en est encore assez loin.
Et c'est pas le même, et c'est pour ça que ça ne doit pas être le même public. Donc il y a ce qu'on appelle des externalités négatives et sociales, et économiques très importantes. Et vous allez voir, puisqu'on est ici au cœur de la French Tech, mais ça choque plus personne parce que c'est pareil en santé. Enfin, il y a un truc qu'on appelle la Silver Tech. Quand je vois l'usage, le niveau des services et l'usage des nouvelles technologies dans le secteur, là, je me dis, il y a un truc qui va... Donc, c'est un problème de système. Je ne doute pas que tout le monde ait envie de l'utiliser, mais si ce n'est pas financé, si ce n'est pas intégré dans la chose, c'est pas... Et la Silver Tech et la Silver Economy, c'est quelque chose d'une puissance incroyable si on l'active. Ce n'est pas une théorie, pas du marketing. D'ailleurs, on en est très très déçus, j'ai lu beaucoup d'articles. Oui, évidemment. Parce que la Silver Economy comme la Silver Tech, c'est en dehors des établissements que vous l'utilisez, en grande partie. Je vais y revenir tout à l'heure. D'accord? Donc tout est lié. Bon, donc vous avez tout ça dans le... justement, la Silver Economy, donc c'est 3 composantes. Merci. Ces 3 composantes, soutien à domicile, santé, bien vieillir. Soutien à domicile, santé, bien vieillir. Bon, est-ce qu'on met le paquet là-dessus? Non. C'est ce qu'on met, c'est le supplétif du système. Pas étonnant que la Silver Economy soit en panne. Elle est estimée à 70 milliards aujourd'hui. On considère que le potentiel, on peut la doubler d'ici 2030. Et ça, c'est qu'une partie de la création de valeur économique qu'on peut faire. Vous allez voir les autres parties. Vous avez une idée des autres parties? La création économique, d'augmenter le potentiel économique? Non, peut-être tout à l'heure. Alors, il y a des facteurs clés de succès, investir massivement. Alors, d'abord, un service public, puisque je sais que moi, je suis personnellement très attaché au service public. On verra ce que c'est qu'un service public, juste 2 mots, tout à l'heure. Il y a un principe, un des 3 principes, c'est la loi de Roland. C'est le principe de mutabilité. Il n'y a pas de service public si vous n'utilisez pas les dernières technologies. Si vous n'avez pas un service optimum. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes... Et un service public, c'est aussi bien le secteur privé que le secteur public. Ce n'est pas le secteur public. Donc il y a une espèce de méli-mélo à ça. Mais donc, il y a presque un moment où j'entendais, c'est dit, ah oui, mais nous, on est service public. Ben oui, justement, en fait. Justement. D'accord ? Investir massivement dans la prévention du risque de dépendance, le pari de l'autonomie sur l'indépendance, garantir une vision de long terme de la politique publique en faveur du soutien à domicile. C'est sûr que tout ce qui est investissement, ça ne peut pas se prévoir en matière de retour sur investissement à 1 an, comme on le propose aujourd'hui en santé, en autonomie et tout. Ça ne peut pas marcher. Okay ? Disposer d'une gouvernance lisible et efficace, systémiser l'intégration des innovations technologiques. Là aussi, c'est pareil, parce que vous allez me dire, non, mais vous ne pouvez pas dire ça, parce que nous, à Grenoble, on utilise le nec plus ultra du truc. OK, mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est loin d'être quelque chose de systémique. Alors, le nouveau modèle. Première chose, c'est qu'on est parti d'un postulat de départ qui est critiquable, mais qui, je pense, parce qu'on parle de Big Bang, tout ça, nous, ce qu'on veut, c'est quand même, enfin, c'est pas quand même, c'est être réaliste, c'est-à-dire que demain matin, on puisse le transformer dans une loi et on puisse l'appliquer. Donc, il faut prendre en compte les réalités existantes et historiques. Donc, on a pris comme postulat de départ de rebâtir un système de gestion de perte d'autonomie des personnes âgées sur des valeurs conformes au modèle social de 1945, c'est-à-dire un système universel et solidaire garantissant des libertés individuelles, liberté de choix, l'égalité des chances, accès pour tous à des services de qualité, la solidarité horizontale et verticale et la responsabilité des acteurs. La sécurité sociale est placée au cœur du modèle en tant que financeur solidaire et pilier de la démocratie sociale et sanitaire. C'est critiquable, ça. Mais je pense qu'en termes de projet politique avec un grand P, c'est quand même plus facile à défendre qu'un modèle à l'américaine ou un modèle que certains défendent, hein, et c'est très respectable. Mais là, on parle système pour 90% des gens. Si d'autres veulent naviguer en dehors du système avec des fonds privés, et évidemment pas de problème, mais on ne peut pas le généraliser. OK. Donc, il y a un premier enjeu qui est une faille du système, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas de point d'entrée dans votre système. Le point d'entrée, il est par défaut quand tout d'un coup, la personne a une dégradation de son système de santé, a un entourage épuisé, ou changement dans l'entourage, un truc, et tout d'un coup, elle se dit « Ah, là, il faut qu'on trouve quelqu'un. » D'accord ? Ce n'est pas un point d'entrée, ça. Et évidemment, et c'est ce qui différencie notamment de la santé, c'est que vous avez un système où on peut assez bien et assez facilement
faire de la prévention et organiser les parcours tout au long de la vie de la personne qui démarre par être fragile et qui est ensuite dépendante. Donc, ça, c'est les études qui montrent qu'il y a un principe de réversibilité du fragile vers le robuste, mais un principe d'irréversibilité du dépendant vers le fragile. Donc là, j'ai un repérage du fragile qui est absolument stratégique. Pas simplement le repérage. Comment on peut faire ? Nous, ce qu'on a proposé en discutant beaucoup, et je remercie qui est là, Frédéric Garlot, avec qui j'ai beaucoup échangé, et sans quoi j'aurais jamais proposé ce genre de choses, enfin en tout cas comme ça, c'est que vous avez d'abord, donc il faut trouver un modèle de repérage des personnes fragiles, de prise en charge de ces personnes fragiles pour qu'ils basculent vers un état robuste, ou au moins qu'ils ne basculent pas vers l'irréversible. D'accord ? Comment on peut faire ? Bon, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y a un petit moment de la vie où on passe en retraite. Et il y a un système des retraites qui est géré par une caisse centrale qui s'appelle la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui, c'est pas tellement su, mais en fait ce travail-là. Mais le fait, pas en catimini, mais le fait à l'échelle qu'elle peut le faire, ce qu'on appelle l'action sociale des caisses. Vous voyez ? Ce qu'on a pensé, c'est que cette action sociale, ça doit devenir une action à part entière de gestion du risque, pas un truc social. Parce que c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Pour commencer le parcours de la personne qui est fragile, pour baisser la prévalence de la dépendance, vous avez vu les courbes, et donc pour maîtriser les dépenses publiques demain, et pour créer un maximum de valeur économique et sociale. Tout part de là. Et donc, la CNAV est tout à fait équipée en ressources pour monter en puissance et industrialiser un système qui, au moment de la retraite, repérerait ces quelques 10% de personnes fragiles. Comment ? La CNAV a développé un outil qui s'appelle la grille Fragir, c'est ça, avec de la recherche universitaire. Voilà, s'il y a mieux, il faut prendre mieux, mais il y a de l'existant. Qui permet d'auto-évaluer quelque part. En tout cas, ça peut permettre demain d'auto-évaluer. Et donc, au moment du départ en retraite, on pourrait avoir on devrait, s'il y a mieux, encore une fois, il faut prendre mieux, mais c'est un truc qui peut marcher, ça. La CNAV connaît parfaitement, puisqu'elle suit cette population dans la période active et au moment de la retraite. Donc, paraît pas, mais tout ça est quand même extrêmement organisé sur le plan des suivis des personnes. Donc, demander en contrepartie du premier mois de retraite, cette évaluation, qui prend, je ne sais pas si ça prend 1 heure, 1 heure et demie, mais peu importe, et qui permet d'identifier ces personnes fragiles, pour ensuite, avec un bilan médical, comprendre la fragilité, parce qu'il ne suffit pas de dire « tu es fragile », mais pour comprendre la fragilité, et proposer un plan d'accompagnement de ces personnes, ce qui est déjà fait à l'échelle de 350 000 personnes. Mais il faut le faire à l'échelle de 2 millions, 2,5 millions aujourd'hui, qu'on estime de personnes fragiles, et demain de 3,5 millions. Mais pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, mais demain, d'ici 2050. Donc en prestant ces plans d'accompagnement à vous, à d'autres, à l'ensemble, ce qu'il y a là, mais il faut un petit peu travailler sur le choses. Par exemple, ce que l'on pense, peut-être mieux, c'est de la notion de care management. On n'est pas dans le soin, on n'est pas uniquement dans le social, on est entre les deux. On va appeler le care management. Donc il faut inventer des métiers. On va me dire care manager, ça n'existe pas, je ne sais pas, mais il faut unir les métiers du social et les métiers du paramédical. Là, il y a un vrai travail de fond à faire. Pas nous qui allons le faire, mais là, il y a un vrai travail de fond à faire. Et vous avez, quand vous regardez à peu près 100 000 personnes, 100 000 emplois possibles de ces personnes. Et l'intérêt, c'est que, puisqu'en effet, il y a un vrai problème de dynamique et d'attractivité des professions, mais donc il faut les monter en compétences. Et donc là, vous faites monter en compétences beaucoup de ce type de métier-là, parce que c'est un métier qui devient stratégique dans la gestion du risque. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez, j'ai ma courbe dans le scénario optimiste, c'est que je veux évidemment, au cours du temps, que ma courbe verte, qui est celle... nombre de personnes... Oui, avec APA et sans APA, ma courbe verte avec APA, ce que je veux, c'est évidemment à chaque fois diminuer ce nombre-là. Et je ne veux surtout pas que ceux qui sont sans APA deviennent avec APA. Principe de réversibilité. Autre point,
la primauté de la dignité de la personne dans une logique humaniste. Alors ça, c'est pas un truc de philosophe. Tout le monde connaît un peu Hannah Arendt sur la banalité du mal. Bon. Alors, on peut pas être d'accord avec ça. Là où on peut ne pas être d'accord, c'est le risque de la banalité du mal. C'est-à-dire que vous êtes dans un secteur qui s'occupe de personnes vulnérables. Et à chaque fois que vous êtes dans un secteur qui s'occupe de personnes vulnérables, il y a un risque de mauvaise prise en charge, voire de maltraitance de la personne. D'accord ? Alors on peut dire, bon, on va éteindre l'incendie et puis on fait des contrôles comme ça. Ça ne marche pas. Il faut prévenir ce risque, puisqu'il est là, ce risque. Et il est indiscutable. Donc il faut considérer, et c'est pour ça qu'on parle du défi de l'autonomie sur la dépendance, que ce qu'il faut, c'est garantir qu'on optimise bien cette autonomie-là. C'est l'autonomie qui doit être votre obsession, ce n'est pas la dépendance. Disait Platon, l'essentiel, ce n'est pas de vivre, c'est de bien vivre. Ce n'est pas seulement de faire survivre ces gens qui ont perdu. Non, c'est d'optimiser cette part d'autonomie. Et donc, c'est comme ça qu'on va sur un principe de dignité de la personne. Et ça ne doit pas être un truc marketing. Ça doit être quelque chose d'ancré dans la formation des équipes, dans l'évaluation des parcours, dans le cahier des charges des parcours, dans l'évaluation des parcours. Ce n'est pas en allant contrôler les EHPAD ou vos sociétés de temps en temps, ce n'est pas comme ça qu'on peut prévenir le risque. C'est en l'intégrant. D'accord ? Donc, vous voyez, je prends des exemples, mais qu'on est, je simplifie, vous voyez, qu'on est 9 sur 10 en matière d'autonomie, dépistage de la fragilité, diagnostic de la cause, objectif, retour à un profil robuste ou à minima maintien de son niveau d'autonomie. J'ai 9 sur 10, le but, c'est pas que je garde 9 sur 10, c'est que je revienne complètement autonome. J'ai 1 sur 10, mon risque, c'est quand même d'avoir la vie, enfin, qui est plus qu'un risque, qui est d'ailleurs avéré, d'avoir la vie réduite aux fonctions vitales, pas de lien social, attente de la mort. Okay. Objectif là, c'est de sécuriser au mieux le quotidien tout en développant la capacité restante d'autonomie. On prendra un exemple, il y a plein, vous avez certainement bien de meilleurs exemples que moi. Alors, le modèle, il a 3 piliers. Les piliers, c'est-à-dire que ce sont les murs porteurs sur lesquels vous pouvez asseoir le modèle. Le premier, c'est pilier stratégique de repenser la gestion du risque. Le deuxième, c'est un pilier économique et social. Et le troisième, c'est le pilier politique. Donc, sur repenser la gestion du risque, on est aujourd'hui sur une logique plutôt collective et médicale. Il faut passer à une approche préventive, individualisée et globale du risque de la perte d'autonomie. Donc élargir la focale de gestion du risque, centrée aujourd'hui sur la personne dépendante déclarée, vers l'amont du risque, sur le senior fragile. C'est là où doit être le centre de gravité. Ça ne veut pas dire qu'on néglige le reste, que je rassure, encore une fois, il y a du travail pour tout le monde. Mais c'est là où doit être le centre de gravité. Deuxième, économique et social, ça c'est très important, et c'est y compris en système de santé, c'est que vous avez une gestion des ressources à partir de l'offre. On regarde, est-ce que j'ai assez d'offres dans ce département ? Est-ce que j'ai des problèmes d'offres ou pas ? Non. Ce qu'il faut, c'est partir des ressources, y compris dans la constitution du budget. Okay, donc basculer d'une gestion de ressources centrée sur l'offre vers une gestion centrée sur la demande. Réaliser une évaluation annuelle des besoins médico-sociaux dans les territoires par le conseil départemental. C'est pour ça qu'il faut territorialiser, justement. Parce qu'il y a un moment, il faut bien qu'on ait une unité géographique où on va évaluer l'offre. On ne va pas évaluer l'offre de Paris à l'échelle... Bon. Il n'existe pas, ça. Bon. Donc c'est pour ça qu'il faut territorialiser, notamment. Bon. Donc élaborer un schéma départemental annuel des ressources, tout ça, je pense que le conseil départemental, évidemment, le même à le faire. Alors on va me dire, non, mais c'est à peu près ce qu'on fait. Oui, non, mais pas à peu près. Il faut que ça soit fait partout et de façon très institutionnalisée. Bon. Troisième pilier, c'est renforcer la citoyenneté sociale. On a un vrai sujet dans ce risque, moi je m'en suis aperçu, pas forcément avant, c'est quand on écoute, notamment quand on écoute les assureurs, on dit mais on n'arrive pas à sensibiliser les gens sur ce risque. Ben ouais, m'étonne que, à partir de 50 ans, on commence à avoir ses parents qui sont un peu concernés, mais bref, et comme il n'y a aucune éducation, sensibilisation, il n'y a déjà pas d'éducation à la santé, on ne va pas faire l'éducation au bien vieillir. Ben en fait si, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que dans une société vieillissante, il y a un risque qui est là et qui nous concerne tous. Donc le système doit prendre en compte ce besoin de renforcer la citoyenneté sociale. S'il n'y a pas une adhésion forte, et ce n'est pas en payant par l'impôt que vous allez créer cette adhésion-là. Parce que nos impôts, on ne sait pas, par définition, ils financent plein de choses. La déclinaison du nouveau modèle, elle est sur nouvelle gouvernance, nouveau financement,
ou évolution, hein, c'est pas du tout de table rase. Vous avez vu qu'on reprend l'ensemble des dispositifs et l'ensemble des acteurs. Mais on essaye de remettre un peu d'ordre. Nouvelle gouvernance, nouveau financement et nouvelle organisation des acteurs. Très rapidement, un État stratège en national définit la politique de l'autonomie au sein d'une loi de programmation intégrant une stratégie et des objectifs nationaux dotés d'un budget pluriannuel. Mais bien sûr, on me répond, mais c'est ce qu'on fait. Ben non, en fait, c'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur le papier. Mais est-ce qu'on a sorti une loi de programmation au-delà de l'avoir mis dans la loi? Non. Pourquoi tout le monde a envie? C'est parce que l'État n'arrive pas à dégager une vision de long terme. Donc il faut l'aider, donc il faut réorganiser l'État de façon à qu'il puisse le faire. Probablement à partir du soutien de la CNSA, on va voir qu'il faut un peu réformer la CNSA, mais si on fait de la CNSA un vrai parlement avec vos représentants, les représentants syndicaux, bref, avec toute l'expertise et la représentation des citoyens, on renforce un peu le comité scientifique à côté, là, on a quand même une machine qui est quand même capable de dégager une vision. Mais si on lui en donne le pouvoir, la mission, et si ce n'est pas l'État qui dit « non, mais moi, c'est l'administration qui m'apporte ». Vous voyez, donc il faut rééquilibrer ça pour qu'on ait un vrai État stratège. C'est quand même à me dire « ah mais vous critiquez, je ne fais pas l'État, c'est que l'État il doit être fort, mais là où il doit être fort. Okay » Et ce qu'il y a d'important, c'est que le rôle de l'État s'arrête là où démarrent ceux de la démocratie sociale et du département dans ce cas-là. Mais quand vous avez un recouvrement des missions avec l'État plus quelqu'un d'autre, c'est l'État seul. D'accord ? Un État régulateur et évaluateur, les ARS transformés en direction médico-sociale. Alors, bon, nous, on pense que c'est pareil en santé. Je crois que les ARS, on a compris qu'à part hyper administrer le système, ça le fait pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut, c'est que l'État arrive avec des expertises de santé publique. Donc, soit on les transforme en agence régionale de santé publique, on l'a vu pendant le Covid, qui a pris le relais pour les services de l'État ? Les ARS sont les préfectures. On pense qu'une direction de santé publique et une direction médico-sociale dans les préfectures ferait parfaitement l'affaire, mais ça, c'est pas rentrer dans ce débat-là. Si ceux qui sont très attachés à qu'on garde ces agences, on garde ces agences, mais nous, on pense qu'une direction de la santé... Mais en tout cas, il faut une notion de santé publique. La CNSA, on pense qu'il faut renforcer le conseil d'administration, mais un vrai conseil d'administration, un vrai parlement, 41% des droits de vote de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide, donc il faut rééquilibrer ça en faveur de la démocratie sociale et médico-sociale. L'État, il est déjà là, il est dans l'exécutif, qui est nommé par l'État. Il faut un vrai contre-pouvoir. C'est pareil en santé, mais vous avez fait, ce secteur-là a fait dans la bonne direction de vouloir parlementiser, si je peux ou parlementariser mais il faut que ça soit un vrai parlement, et ça marchera. Conseil départemental, pilotage du service public. J'accélère un peu, départemental, notion de territorialisation et de service public. Service public, c'est par définition, ce sont les Français qui ont inventé ça, c'est une délégation à tous les secteurs. Hein, quand Veolia va prendre des marchés partout dans le monde, Veolia a une délégation de service public. D'accord ? Donc, juste la guéguerre, je suis associatif, ça n'a pas lieu. N'a pas lieu. C'est pas le statut qui compte, c'est la régulation du statut. C'est-à-dire qu'en effet, et si un secteur privé ne veut pas être dans un service public, parce que quelquefois on a l'impression que le service public c'est lourd, bah ouais, mais quand tu es payé par 90% par l'argent public, c'est assez normal que tu rentres dans un cadre qu'on appelle service public. Si vous ne voulez pas, vous avez sinon la possibilité d'être à la marge de ça. Mais c'est pas un gros mot le service public, c'est pas un truc lourd, au contraire. Okay ? Donc la CNAV, réseau structuré, je l'ai dit, donc elle a ce rôle important. Alors nouveau financement, c'est important parce que dans ce méli-mélo, c'était quand même un petit peu compliqué. Donc vous avez les conseils départementaux qui disent stop, on ne montera pas davantage en puissance parce qu'on a plein de choses à financer, mais il y a quand même une manne qui est là, d'impôts locaux. Bon, quand vous avez un financement 100% par l'impôt, vous pensez, quand vous travaillez sur les modèles, à vous dire là, on va faire un espèce de filet de sécurité pour des gens à bas revenus à qui on ne va pas demander des restes à charge, des trucs. On va prendre l'ensemble de leurs prestations dans ce qu'on a appelé, nous, la prestation unique autonomie. Vous fusionnez ce qu'il n'y a pas, PCH, tout le truc. Bon. C'est comme ça qu'on est arrivé là, parce qu'on peut dire, mais pourquoi vous avez fait ça ? Mais parce qu'il y a un existant. D'accord ? On peut se dire, bon, ben, on sort le conseil départemental du financement, mais à ce moment-là, on sort le conseil départemental du jeu, et ce n'est pas l'objectif. Donc on garde ce financement par le conseil départemental pour à peu près 20% de la population à bas revenus. On fait gérer cette prestation
financé par le conseil départemental, par la CNAV. Pourquoi ? Parce que industrialiser cette prestation, la gérer en faisant varier selon les revenus ou en la faisant dépendante des revenus, c'est quand même, il faut une caisse qui soit capable de le faire, et cette caisse-là est faite. Deuxième chose, on ancre la 5e branche dans la sécurité sociale. Donc, on propose qu'il y ait une contribution des 50% de retraités les plus aisés à ce risque-là, que l'on fait monter à 30% de cette branche d'ici à 2050. Pourquoi ? Parce que on ne la fait pas reposer sur les actifs et sur les entreprises, parce que la population active, elle rétrécit dans 5 ans. Elle stagne, puis elle diminue. Donc, quand vous vous projetez à 25 ans, vous dites que ce n'est pas une bonne base. Ensuite, elle est déjà lourdement... elle porte déjà une grosse part du financement des autres risques. Bon. La population des retraités va augmenter de 4 millions d'ici à 2050, à peu près 3,5 millions. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez une base qui augmente. Donc vous avez des taux qui restent modestes. On passe à 1% à peu près en 2030, à 3%. Et ça vous permet de monter avec une contribution dédiée, donc une prise de conscience que ce risque est là, et un financement soutenable à 2050. Et vous demandez, entre guillemets, un effort à des gens qui n'ont pas que la pension comme source de revenus, mais en contrepartie d'avoir réglé, excusez-moi l'expression, mais le problème pour jusqu'à 2050. On y ajoute un système assurantiel privé, obligatoire à partir de 60 ans, qui couvrira les services non remboursés par l'assurance publique autonomie, qui sera un volet de contrat supplémentaire santé, qui est déjà ce qu'on propose dans l'assurance. Ce qu'on propose, c'est de dire il faut y amener un peu de financement privé. On sait bien la tension qu'il y a dans les financements publics. D'abord pour avoir davantage de ressources mutualisées, parce que c'est sur une approche mutualisée, hein, c'est pas si j'ai envie de... ça permet que des services non financés par la 5e branche, je prends un exemple, les ménages. Est-ce que le ménage doit être financé par... Et donc il y a des gens qui doivent réfléchir à ça, dans les hautes autorités de santé, à la CNSA. En tout cas, il faut redéfinir le panier de services parce que laisser penser aux gens que tout pourra être financé par de l'argent public est un leurre. Et ce qui n'est pas financé par de l'argent public, on le fait financer par de l'argent privé, si on considère que tout le monde doit y avoir accès. C'est pour ça, à travers un contrat socle, des garanties socles, dans le contrat supplémentaire, c'est-à-dire que ce n'est pas complémentaire, c'est supplémentaire. Ça prend en charge ce qui n'est pas pris en charge par la CNSA. Je le redis parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Donc vous avez une capacité... Alors vous allez voir, hein, ça reste que ceux qui sont... Vous voyez, d'abord, on ancre la 5e branche dans l'esprit de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Mais que les très collectivistes se rassurent. On ne dit pas qu'il faut que l'assurance privée vienne manger progressivement. Ce n'est pas l'objectif. Et puis ça permet de donner un peu plus de liberté, parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui veulent prendre une assurance privée pour faire des choses qu'on ne considère pas être centrales et devant être mutualisées à tout le monde ne puissent pas le faire. Bon. Et qu'on a un réseau de mutuelles et d'assureurs qui est tout à fait puissant et capable de faire ça. Voilà. Voilà, évolution du financement. Vous avez tout hein, dans le rapport, je suis obligé d'aller vite. Je finis par la déclinaison. La gestion des personnes fragiles par la CNAV, vous avez compris que c'était l'entrée du système, plan d'accompagnement piloté par un care manager, délégation à des sociétés de services à domicile, gisement d'emploi possible parmi les jeunes dont le taux d'emploi est de... Alors là, c'est un gisement d'emploi. Bon, donc ça, c'est une autre source, c'est l'autre source dont je vous parlais tout à l'heure. Personnes dépendantes, définition d'un plan d'aide qui viennent après, hein, dans l'esprit, après les fragiles, venez dépendants, mais définition d'un plan d'aide à partir de référentiels définis par la Haute Autorité de Santé. Je suis assez surpris de voir que, peut-être que, mais que plan d'aide, c'est quand même pas sur des fondements très scientifiques, avec des guidelines, or évidemment, ça doit l'être. Bon, donc je pense qu'il y a un peu à renforcer. Intégrer dans un contrat, c'est comme en santé, c'est-à-dire que si vous contractualisez pas, un contrat, c'est quoi ? C'est un contrat dans lequel vous avez, donc entre la personne dépendante, le care manager ou la société qui s'occupe de la coordination, prenons le care manager, et le département. Et vous avez dedans tout ce qui doit être connu des différentes parties et surtout avec un plan d'évaluation annuel
Au moins, parce que l'idée, c'est de faire progresser tout ça et de maîtriser la dépense. OK, utilisation massive et obligatoire de la Silvertech dans tous les parcours. Ce n'est pas une obsession du tout, hein, mais c'est que là, c'est un gâchis colossal. Donc, ce n'est pas si on veut, c'est obligatoire. Mais pour que ça soit obligatoire, il faut que ça soit financé. Et donc, pour que ça soit financé, il faut ajuster les tarifs au bon niveau. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais les tarifs, on pense que c'est à la CNSA, un service économie à la CNSA, de le faire. C'est des tarifs nationaux. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des tarifs différents d'un département à l'autre. La réforme des EHPAD. Alors, juste dernier point sur ça, c'est que c'est pas l'EHPAD doit diminuer et puis le domicile doit augmenter. C'est pas ça. C'est je bascule à partir des besoins et donc d'une gestion à partir des besoins de la personne. Et peut-être que quand on fait ça, il va y avoir plus de gens dans les établissements spécialisés, mais j'en doute. C'est-à-dire que si on est bon sur la prévention et bon sur la capacité de maximiser l'autonomie des gens, donc par définition de ne pas avoir à aller dans un endroit où j'ai plus assez d'autonomie pour vivre par moi-même, et cet endroit, c'est aussi bien le domicile que tous ces réseaux, toutes ces résidences intermédiaires, mais dont il ne faut pas faire un supplétif, dont il faut faire la composante de demain. Donc ce qu'on pense, c'est que les EHPAD doivent se transformer, je sais que c'est un grand débat, mais c'est assez de bon sens, c'est-à-dire en établissement très spécialisé pour la grande dépendance. Alors on me dit « Ah, mais vous allez avoir que des gens très dépendants ». Ben oui, en fait, parce que vous pensez que des gens moins dépendants distraient les gens très dépendants. Enfin, c'est quoi? Pas de sens. Bon, mais on entend beaucoup de choses. Comme si, en plus, c'était organisé, tout le monde était ensemble, en salle commune, en train de jouer ensemble. Bon, enfin, bref, ça se passe pas comme ça. Vous savez comme moi. Donc, évidemment, pour optimiser la gestion de ces personnes dépendantes, et idée de Frédéric Garlot à César, rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'en réfléchissant sur comment est-ce qu'on peut justement optimiser cette autonomie, vous avez 1 sur 10 d'autonomie, eh bien vous imposez qu'il y ait des appartements en dehors ou à côté, contigus de l'EHPAD, pour qu'il y ait un minimum de vie intime au moment de recevoir son entourage ou son truc, puisque on l'a tous vécu, quand vous allez dans une EHPAD et que vous allez voir vos parents ou vos proches dans une salle commune ou dans une chambre qui n'est pas devenue une chambre, qui est une espèce d'outil de travail, bon, ben, c'est pas d'intimité. C'est un exemple, et c'est là où l'obsession doit être sur l'autonomie. Donc la transformation des EHPAD, soit en établissement spécialisé, soit en établissement intermédiaire. Donc tous ces groupes formidables qui existent, c'est banco, il y a beaucoup de... Il y a un boulevard pour investir. OK. Point risque et santé autonomie dans la réflexion, je trouvais ça intéressant, c'est que c'est des risques interconnectés mais qui ne font pas qu'un. La bonne coordination de leur gestion reste à faire, nécessité de créer des ponts entre les deux, parce que quand vous réfléchissez à la réforme proprement dit avec des politiques, vous dites est-ce qu'on fait les deux en même temps? Vous avez quoi? Loi de programmation, territoire, contrat de prise en charge, programme de recherche, tout ça c'est quand même très très proche, d'accord? Bon. Conclusion, l'état actuel du système permet difficilement d'affronter, pour utiliser un euphémisme, la montée en puissance des besoins d'ici à 2030. La réforme structurelle est faisable à court terme. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'on conservait toutes les valeurs fondamentales et l'ensemble des acteurs. Donc les ressources sont là. Il faut juste les activer un peu différemment. 3 conditions sine qua non, je reviens là-dessus, implication des acteurs, implication des acteurs, implication des acteurs. Tout simplement parce que tout ça est sous les radars politiques. D'accord? Il n'y a pas un parti politique qui s'intéresse, pas au sujet, mais à soulever le capot et regarder comment je transforme le sujet. Donc, et c'est pas du tout... moi, j'ai une grande admiration pour la fonction politique et autres. C'est juste, à un moment, il faut être pragmatique, réaliste. Par contre, si vous poussez, vous, en tant qu'acteur, quel que soit, y compris... J'essaie d'en donner l'exemple. Ça se fera. Parce que l'État veut le bien de la population. Mais ça ne partira pas de là-haut. Le budget social est dans une impasse, je l'ai dit. Des états généraux du secteur seront nécessaires pour organiser les impacts opérationnels. Tout ce qui est les conséquences opérationnelles de ce qu'on a dit là, encore une fois, je pense qu'on parle d'états généraux, on peut parler de trucs, mais il va falloir ajuster tout ça à travers des vrais débats de fond entre les différents acteurs. Et les états généraux, ça sert pas mal pour ça. Voilà. J'ai fini, mais presque. Alors, 6 fondamentaux, deux petites citations. 6 fondamentaux sont les problèmes de population qu'ils prennent de terribles revanches sur ceux qui les ignorent. Alfred Sauvy, c'est en 1986, dans son livre. Et déjà, il le disait. C'est un train de... Cette sous-évaluation de la lame de fond démographique, épidémiologique
et technologique est en train de nous revenir très fortement dans la figure. Ça fait 20 ans qu'on la connaissait assez précisément. Donc ne continuons pas à la sous-évaluer. Nous agissons tous les jours comme si quelque chose dépassait la vie humaine. Mais quoi, Antoine de Saint-Exupéry, voilà, Institut Santé, on cherche toujours, mais on n'a pas trouvé. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric Bissard.